Et on est de retour à Ici c'est hockey. Cette fois-là, je ne rate pas mon intro pour notre deuxième segment de la soirée. On va être avec Maxime Larouche dans quelques instants, qui va venir nous rejoindre. Désolé pour le retard, hein, comme j'ai mentionné dans notre dernière portion. Donc, quand on est en bonne compagnie avec notre cher collaborateur Cédric Ouellette, c'est difficile. C'est difficile comme animateur de mettre ses limites, hein, puis de se restreindre. C'était trop intéressant. Vous comprenez, là? J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci d'être avec nous. Maxime Larouche va nous rejoindre immédiatement. Le voilà. Et on va être avec lui tranquillement. Ça ne sera pas long. Le voici. Salut mon Matt. Comment ça va, Max? Hey, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Surtout que toi, tu es le lendemain d'une promesse de tatou. Ouais, pour raconter la petite histoire aux gens, hier matin, je me lève. Je suis de bonne humeur, parce que j'ai un bon feeling qu'Erik Brannstrom va scorer son premier but en carrière le soir même face aux Canadiens. Donc là, je suis sur Twitter, je me dis, je vais le dire sur Twitter, comme ça, je vais passer pour un génie si Brannstrom score. Puis je me dis, je vais faire encore mieux que ça. Je vais dire que je me fais tatouer EB26, les initiales de Brannstrom et son numéro, s'il marque son premier en carrière. Donc, je mets ça sur Twitter. Les gens prennent des screenshots. Il y en a qui retweetent pour vraiment que je ne puisse pas m'en sauver si ça arrive. Et, c'est arrivé, Colin. Oui, Max, moi, j'ai vu ta story. Je ne vois pas beaucoup sur Twitter dernièrement. Je n'ai pas vu le tweet, là. Mais j'ai vu ta story où tu as mentionné ça. J'ai fait « Ah, ça, c'est bon. » Puis, quand j'écoutais le match, à chaque fois que je voyais Brannstrom avec la rondelle, je me disais « Ah, si il était pour scorer, un, ça serait bon parce que je savais que c'était toi cette semaine au podcast. Et deux, ben parce que je trouve ça, cher ami, je trouve que c'est une très bonne idée quand même. C'est quand même loufoque. Et bon corps, là. Le gars a quand même quarantaine de matchs dans la Ouais, je pense que c'était son 40e match, exactement. Puis là, tu calls ça direct sur la game qui score contre le Canadien. Moi, j'ai quand même trouvé ça très bon. Non, c'était sûr que ça allait arriver. Ben, pour vrai, oui. Puis je pense que tu es la bonne personne pour dire que c'était sûr puisque tu l'avais prédit. Hein, oui, exactement. Puis mon cell, il y a toujours un peu de retard quand on l'écoute en streaming. Puis là, mon cell se met à sonner en fou des notifications sur Twitter comme ça n'a pas de bon sens. Puis à ce moment-là, je vois Brannstrom avec la rondelle à ligne bleue décocher son tir. Bonne shot en plus. Bonne petite shot 5-hole. Il avait vu le trou, là. C'était un 5-5-hole, ça, là. La rondelle avait des yeux là-dessus. Ça aurait pu dévier sur 4-5 gars. Ben non, direct dans le net, Brannstrom. Ah ouais, donc le tatou EB26 sur l'Archie. Puis là, la raison l'Archie, pourquoi on parle de ça, c'est, je veux juste souligner ta moustache, là, parce que j'ai vu des commentaires dans le chat, là. Sur la moustache, wow, j'ai vu des commentaires, la stache, tout sur le hockey, justement. Ah, ta belle moustache. Fait que moi aussi, je voulais juste le souligner, mais gars, moi aussi, j'essaye, là. Pas aussi, lâche pas. J'essaye, ouais. Honnêtement, là, je pèse mes mots. La raison pourquoi je t'ai introduit avec ça, c'est oui, c'est très loufoque, c'est très cocasse, mais tu es un gars de prospect, hein? Quand tu t'étais introduit à notre podcast lors de notre première émission, c'est un peu comme ça que tu t'étais présenté. Un fervent amateur de prospect, de jeunes joueurs, particulièrement d'Erik Brannstrom, que tu avais dit être ton joueur préféré. Ouais. C'est pas pour rien, quand même, que tu avais mentionné ça. Mais là, tu veux nous parler d'une équipe qui a plusieurs jeunes joueurs qui sont prometteurs. Et on les a vus, justement, beaucoup parce que le Canadien les a affrontés 2 fois. Voyons, je perds mon rythme là, en ce début de chronique parce que le Canadien les a affrontés 2 fois. Je parle ici des Sénateurs d'Ottawa. Et il y a quelques bons jeunes joueurs. Là, on a parlé de Brannstrom en entrée de jeu, donc on va commencer avec lui. Parle-moi d'Erik Brannstrom. Parle-moi de ton admiration, parce que tu es un gars qui a une tête de hockey. Fait que je suis sûr que si tu tripes sur le gars, c'est parce qu'il y a des choses sur la glace qui fait bien. Parle-moi de ça. Ouais, ben ça a commencé, mon amour pour Brannstrom. Tu sais, ça date pas de l'été passé, là. Ça date d'un an avant son repêchage en 2017. Je commençais à regarder des prospects, je commençais à développer cet amour-là pour l'analyse d'espoir. Puis Brannstrom, ça a comme été, à chaque année au draft, on a comme un gros crush au repêchage. L'année passée, par exemple, c'était Seth Jarvis, personnellement. Ben, mon premier gros crush à vie de prospect de repêchage, ben, c'était Erik Brannstrom. Puis le crush a fait ses forts, là. J'étais en amour. Parce que c'est un gars, en fait, que les gens n'étaient pas si high que ça dessus. Puis c'est toujours ça qui est le fun quand tu regardes des prospects, c'est de caller des gars que c'est pas tout le monde qui est high dessus.
Donc là, moi, Brandstrom, le gros débat, j'avais fait un texte, je me souviens, pour dire qu'Eric Brandstrom allait être repêché avant Timothy Liljegren des Maple Leafs de Toronto. Puis je me souviens que ça n'avait vraiment pas fait l'unanimité, ce texte-là. Pour la plupart des têtes de hockey, Liljegren était avant Brandstrom. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Hein? Qu'est-ce qu'on t'avait dit, exemple? Qu'est-ce qu'on t'avait répondu? Ben, il y a des commentaires qui disaient juste, ben non, ça n'a pas de bon sens. Puis que ce soit par rapport au physique de Brandstrom, qui est un petit bonhomme, là, c'est un gars de 5 pieds 9. Les gens ne croyaient pas que c'était possible que Brandstrom sorte avant Liljegren. Finalement, on connaît l'histoire. Brandstrom a été le 15e choix au total, Liljegren 17e. Donc, j'étais bien content de mon corps là-dessus. Et j'ai continué de suivre Brandstrom, évidemment. Puis là, ça a toujours été un prospect qui, quand même, ne faisait pas l'unanimité, que ce soit à cause de sa petite taille, à cause de ses lacunes peut-être en défensive. Mais là, championnat mondial à ses 18 ans, Brandstrom fait très bien. Championnat mondial junior à ses 19 ans, Brandstrom qui est nommé de mémoire défenseur du tournoi. Donc, tout allait bien. Pour moi, là, j'étais sûr que Brandstrom allait devenir très bon. Et là, les gens à la maison, dites-vous pas que je pense que Brandstrom est un futur gagnant du Trophy Norris. C'est vraiment pas ça. Vraiment pas. Je pense pas que Brandstrom a le potentiel d'un Norris. Je l'aime autant, pas parce que j'ai l'impression que ça va être une superstar. Je l'aime parce que je l'aime, puis j'aime ça voir son développement, vu que, justement, des gens y croient pas. Donc, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est de dire, moi, je le sais qu'il va réussir. Pas je pense, je le sais qu'Eric Brandstrom va réussir. Puis, je pense que ça peut être un gars pour donner une échelle de comparaison de production offensive. L'exemple que j'aime sortir, c'est pas un Erik Karlsson, c'est un Torrey Krug. Donc, un gars qui peut te faire, un gars de petit gabarit, qui peut te piloter un avantage numérique, faire entre 50 et 60 points par saison. Je pense que la comparaison Brandstrom-Torrey Krug est très bonne. Mais là, un problème, Brandstrom on a eu des embûches dans sa carrière parce que là, il a été échangé des Golden Knights aux Sénateurs avec la pression qui vient avec des fans des Sens qui sont comme, OK, ce prospect-là a été échangé pour Mark Stone. Il doit être bon. Là, ce qu'on ne dit pas dans l'histoire, c'est que Mark Stone allait s'en aller de toute façon. Là. C'était soit Brandstrom ou rien pantoute. Exact. Je pense qu'on peut très bien se consoler avec Brandstrom et je pense que les fans le comprennent dans les derniers matchs. Mais tout ça pour dire que ben là, Brandstrom est échangé à Ottawa, commence avec une grosse pression, se ramasse derrière un Thomas Chabot, donc ne peut pas avoir l'avantage numérique. Je ne sais pas si vous regardez les matchs des Sénateurs, probablement pas tant, mais vous avez vu les deux derniers si vous regardez le Canadien. Brandstrom, Chabot, c'est bien rare qu'il ne passe pas le 2 minutes sur la glace là, ou une bonne minute 30 sur la glace. Chabot, là, quand il est sur la glace pour débuter un avantage numérique, souvent il va le terminer aussi s'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Justement, quand Brandstrom a eu son but hier, là, c'est parce que c'est un avantage numérique qui a duré 6 minutes à cause de la punition de 4 minutes qui a été prise pendant l'autre punition. Donc, c'est parce que Chabot n'a pas eu le choix de débarquer et Brandstrom en a profité. Et Brandstrom le fait très bien sur les avantages numériques. Dernièrement, là, je suis certain que DJ Smith est très content du jeu de Brandstrom sur l'avantage numérique et que Chabot a été blessé quelques matchs cette année. Je pense qu'on n'a pas à être très inquiet de qui va piloter habilement l'avantage numérique si ce n'est pas Thomas Chabot qui le fait. Là, Erik Brandstrom, c'est un des quelques excellents espoirs des Sénateurs à la défense. Il y en a quelques-uns, on va en reparler plus tard. Mais en gros, pour résumer mon amour avec Erik Brandstrom, c'est sa vision du jeu, c'est sa mobilité. On l'a vu quelques fois face aux Canadiens. Mais oui. C'est un gars il ne va pas sortir les grosses feintes et déjouer tout le monde. Il va contourner les gens, mais on s'en fout, là. C'est peut-être pas ce qui est le plus chic, c'est pas des feintes entre les jambes. Mais il va souvent se rendre, partir de derrière son filet, puis se rendre au gardien adverse. On l'a vu quelques fois, ça. Brandstrom part de derrière son filet, part du côté droit de la patinoire, et va entrer, couper vers le filet ou juste envoyer la rondelle au filet, mise en jeu en zone offensive. C'est exactement ce que tu veux d'un défenseur mobile comme Erik Brandstrom. Certains vont me dire, ouais, il n'est pas bon en défensive. Oui, il y a ses lacunes en défensive, je ne pourrais jamais dire le contraire. C'est une réalité. Mais je pense pas qu'il est pire que bien des gars. Je pense qu'il fait quand même un habile travail. Hier, il a eu l'air fou sur le but à Toffoli. Il ne faut pas cacher ça, là. Il a eu l'air fou, puis j'étais pas très Mais content, on va donner crédit à Toffoli pour son 1 contre 1. C'est un gars à 1 contre 1. Tu sais où ce qu'il s'en va, mais tu peux pas l'arrêter. Tu sais qu'il s'en va là, mais... Mais Brandstrom l'a très mal joué quand même. Puis ça, je ne vais pas le cacher. J'ai beau triper sur Brandstrom, ça a beau être c'est mon petit bébé, Brandstrom. Mais je vais le dire, là, quand il fait des choses pas correctes, je ne vais pas toujours dire que tout est beau comme certains font avec Jesperi Kotkaniemi. Mais ça, c'est un autre débat dans lequel je ne suis pas sûr que je veux m'embarquer.
Tu vas te faire lancer des tomates dans le chat, en tout cas. Ah, je suis Mais non, habitué mais sur c'est pas- Twitter. Ben oui, mais c'est correct. Mais c'est le fun. C'est important de tenir son point. C'est pas grave, Max, que tu penses pas ce que la majorité des gens pensent. C'est ça qui est important. Même si ça polarise. Si ça polarise, c'est que ça touche. Hein? Fait que, C'est ça qu'il veut faut. dire ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Moi, j'ai deux questions. Première question, je reviens au tatou parce que j'ai oublié de te le demander. Il va être où? Je ne sais pas encore exactement il va être où, mais je pense que ça va être au niveau des jambes, je crois. Probablement sur cheville, tibia, là, un petit quelque chose de ça. Tu sais, je ne me ferai pas ça dans le front. Là. Non, 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 mais là, je Non, un pensais petit pas quelque non chose plus, de mais ça. je me dis, OK, Tu sais, je vais ben regarder oui. ça. Je vais regarder ça dans 20 ans. Mes enfants vont me demander c'est quoi ce tatou-là, papa? Puis je veux dire, sur Twitter, là, dire des petites promesses, fais pas ça, mon homme. Tu vas dire ça, c'est aller en ATM. Ça me faisait faire toutes sortes d'affaires. Ouais, Et ouais, prendre toutes sortes de aussi. gambles sur les Mais le méga. pire, c'est que j'ai même pas fait ça chaud. Là. J'ai fait ça le matin à 8h30 devant mon ordi en prenant mon café. Là. Ouais, mais ça, c'est au PAV, mon gars. C'est ça? Non, c'était chez nous, j'étais tout Ouf! seul. Il y a personne qui m'a encouragé à Ouf! faire ça. Ben ça, Max, parce que tu as un petit côté, comment dire, audacieux. Ouais, c'était très audacieux. Mais en même temps, je me suis dit, c'est quoi les chances que ça arrive? Ben, 1/40 et. En tout cas, ben, Ouais. mais moi, je l'ai vu, là, rouler sa bleue, là, descendre sa bleue, là. J'ai fait, il a mettre ça au net, puis moi, ça m'amène sur de quoi? On pourrait pas le voir à droite sur l'avantage numérique. Je sais que c'est un gaucher, mais petit gabarit, il est mobile. C'est un bon joueur avec la rondelle. Peut-être le voir à droite, non? T'amènes un point excessivement intéressant parce que c'est peut-être quelque chose qui a passé dans le beurre un petit peu pour ceux qui ne suivent pas de près Eric Brandstrom comme moi. Mais c'est un gars qui veut jouer à droite. Même s'il est gaucher, c'est un gars qui veut jouer à droite. Puis ça a fait l'objet de quelques disputes un peu avec le coach des Sens parce que Brandstrom dit « Je veux jouer à droite ». Les Sens disent « Non, tu joues à gauche ». Puis là, au début de la saison, ben, il n'y avait pas de place des deux bords. Puis là, on ne savait pas trop. Il y aurait de la place à droite. Oh non, il y aurait de la place à gauche. Puis là, ça a comme fait que tout le monde était un peu mêlé, puis que Brandstrom, il dit « Ouais, mais je veux juste jouer ». Fait que là, ils ont fini par lui faire En fait, Brandstrom s'est fait sa place, là, parce que quand il a joué son premier match, je ne pouvais pas le sortir de l'alignement comme il a bien joué. Là, moi je le dis depuis un bout, j'aimerais voir Chabot et Brandstrom ensemble sur un avantage numérique. Mais la LNH étant ce qu'elle est en 2021, par contre, c'est rendu rare, je pense, les deux défenseurs sur l'avantage numérique. C'est ça l'affaire. Puis les Sénateurs suivent cette lignée-là. Est-ce qu'on va le voir un jour? Fort probablement, mais pour l'instant, les Sénateurs se fient vraiment sur Chabot, qui est le quart arrière. Et ensuite, on a 4 attaquants, comme le font plusieurs équipes. Mais non, j'aimerais beaucoup ça, voir Brandstrom avec Chabot sur l'avantage numérique. Mais pour l'instant, les Sénateurs ne sont pas dans la merde avec Chabot sur la première vague, Brandstrom sur la deuxième. Mais j'aimerais ça. Ça leur permet de diviser les forces aussi, un peu, d'avoir Brandstrom sur la deuxième unité. Puis on parle d'avantage numérique, ça m'amène à parler d'un autre joueur. Parce que c'est bien beau Brandstrom, mais les Sénateurs ont d'autres espoirs très intéressants. Je pense notamment à Josh Norris. Moi, j'étais un fan de Tim Stutzle. On va en parler dans quelques instants. Moi, j'allais dans mon pool, je tripe sur le gars. Là. World Junior, j'ai fait wow. Il m'a fait penser un peu à Jack Eichel, gaucher, je m'explique. Les pieds super larges, en contrôle du jeu, la tête dans les airs, patient, mais pas. Eichel est grand, là, mais c'est pas un joueur qui utilise son physique. Là. Oui, pour se créer de la place, mais pas pour des mises en échec ou en récupération de rondelles. C'est pas un joueur qui est impliqué. Moi, j'aime de la manière dont il entre dans le territoire. Je parle de Stutzle ici. Là. J'aime comment c'est un gars audacieux, essaie les petits trucs, se promène avec la rondelle. C'est pas un joueur qui se débarrasse de la rondelle, essaie d'aller au filet. C'est un gars qui essaie de créer des choses. Moi, j'adore voir un jeune joueur être aussi confiant. Je me disais, ce gars-là, début vingtaine, va avoir une assurance. Si à 18 ans, il se fait autant confiance, puis là, on va parler de lui en première, on va parler de Norris, puisque ma prémisse c'était trop belle. Là. Je pense qu'on est bien parti. Ça veut dire, si à 18 ans, il est aussi confiant, moi, ça me questionne. Sur un gars comme Kéké, on ne lancera pas un gros débat ici, là, mais je regarde un gars comme Kéké, il a du talent, pas de trouble, mais je le trouve gêné, je le trouve timide. Je regarde ce que tu disais, 18 ans, tabarouette, rentre dans la zone, va dans le coin, il se bat, mon gars, pour toutes les rondelles. Il a l'impression qu'il score Carey Price en outil, il se met à célébrer, il voit qu'il l'a arrêté. Le gars, là, c'est pas un touriste, là.
Il a l'air d'être dans la ligue depuis un bout. Moi, ça m'attire, les joueurs comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est spécial avec Stoudzol parce que, tu sais, quand on fait beaucoup de takes comme moi sur des prospects au repêchage, c'est sûr qu'on va se tromper. Ça fait partie de la game. Puis la première chose à faire quand tu te lances là-dedans, ben, c'est d'accepter quand tu te trompes. Puis moi, Exact. je dois dire que je me suis trompé sur toute la ligne sur Stoudzol. J'ai jamais trippé sur ce gars-là l'année passée. C'est un gars que j'ai mis 6e dans mon ranking de prospects du dernier repêchage. J'ai écrit un texte dernièrement là-dessus. Le titre disait tout, c'était je me suis trompé sur Team Souza. C'est ça qui est arrivé. Je me suis trompé. Moi, je voyais ce gars-là en Ligue allemande. Je me suis dit, bon, un calibre faible. Genre, je le regardais jouer, puis je me disais, c'est un gars qui profite beaucoup de la grande patinoire, qui profite de l'espace qui est laissé par des joueurs moins talentueux. Dans la Ligue nationale, ça ne marchera pas. Ce qui n'est pas une mauvaise analyse, soit dit en passant. Là. Mon analyse était comme ça et je l'assume complètement parce que c'est ce que je voyais. Puis je regarderais la même chose aujourd'hui. Avec le recul, je verrais la même chose. Ça arrive qu'un joueur s'adapte juste super bien au niveau supérieur, puis des fois, tu ne peux pas le voir venir. Fait que je regrette même pas mon analyse. Là, je l'assume, je me suis trompé. Fine, ça fait partie de la game. Mais Souza est en train de devenir un de mes joueurs préférés de la LNH. C'est pas compliqué. C'est passé de je ne trippe pas sur ce gars-là, je sais pas, ça veut dire que ça va être un flop. Je disais quand même que ça allait être un. Tu sais, là, je fais attention à ce que je dis, là. Mais je disais que ça allait être un bon joueur top 6. Là, comment j'en parlais, j'avais peut-être l'air à dire que ça allait être un flop. Je savais que ça allait être un bon joueur top 6. Moi, mon problème, c'est que je ne le voyais pas devenir la superstar qu'on croyait voir avec les highlights et avec son jeu dans la Ligue allemande. Mais là, finalement, je suis forcé d'admettre que ce gars-là a le potentiel de devenir une vraie superstar dans la LNH. Rien de moins, là, ça peut devenir une superstar. Je le regarde. Je suis totalement d'accord. Tu l'as dit, sa confiance, c'est fou. Puis sa confiance avec son talent, ce gars-là patine comme s'il n'y avait pas de lendemain, coupe les gars. Puis c'est un autre gars qui n'est pas tant spectaculaire. Là. Je parlais de Brandstrom qui souvent va juste contourner les gars avec sa vitesse. Mais Stoudzle aussi, c'est un petit peu ça. Il va vraiment prendre les opportunités devant lui, mais sans être spectaculaire. Mais il fait une sacrée belle job, puis très belle vision du jeu, une mobilité très solide. Honnêtement, je me suis tellement trompé sur ce gars-là, puis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, parce que je l'ai dit, c'est en train de devenir un de mes joueurs préférés. Puis je le regardais les 2 derniers matchs contre le Canadien. Chapeau, Tim Stoudzle, là, c'est un beau joueur. Puis s'il y a un gars qui a bien le potentiel de devenir la vedette offensive qui va traîner Ottawa, ben c'est lui. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y en a un autre qui traîne les sénateurs. Peut-être présentement, c'est probablement lui qui les traîne. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias dernièrement. Et je vais faire un lien là, qui est trop facile et trop beau à faire. Mon moment préféré du match là, hier, Max, là, c'est quand Brady Tkachuk est dans la box. Puis... Ah, tu le sais, là, je m'en vais, là. Puis le petit Tim, là, il passe, puis il le regarde, puis il peut pas s'empêcher de rire parce qu'il regarde son body, il vient de knocker Sherrod bien raide, là. Il vient de le casser à la gueule, littéralement, là. Puis il regarde son chum, qui a notre âge, là, des 21, 22 ans, là. Puis il n'a pas encore d'enfêté, c'est vrai. Puis, tu sais, il sort d'un fight, pareil, là, les deux se regardent rire. Moi, j'ai vu cette vidéo-là, puis moi, je suis un fan du Canadien. J'aime les sénateurs aussi, là, mais ce moment-là, j'ai fait wow! Ça, c'est un du spectacle. Les gens veulent voir ça, une bromance comme ça. Puis 2, 100% sincère. Rien de planifié là-dedans. Là. Tu vois que c'est vraiment deux genre, tu vois que Ketchuk a dû dire Sherrod, il est fatigant, mais il casse la gueule. Puis c'est ça qui s'est passé. Puis il est fatigant, ce gars-là. Puis je t'amène sur Ketchuk, là. Il est fatigant, ce gars-là, parce que tu as l'impression que il a toujours les yeux plus gros que la panse. Puis tu sais-tu quoi, finalement? Non. Il est toujours dérangeant. Tu te dis, c'est juste un fatigant, il score. C'est juste un fatigant qui peut se battre, t'en scores un autre. C'est juste un fatigant qui peut se battre, il te pogne un 2 après un sifflet qui te fait virer le momentum de bord. Tellement un joueur important. Ils savent, mais quel joueur important, Brady. À son année de repêchage, je fais juste rappeler que les gens parlaient de lui comme un complément. C'est pas un complément, ça peut être le moteur de cette équipe-là. C'est ça. C'est pas un joueur. Je pense qu'il y a plusieurs types de joueurs. Il y a le complément qui va bien compléter les joueurs talentueux. Il y a les super vedettes et il y a les joueurs très talentueux. Puis
tu as comme Brady Tkachuk qui est comme un mélange de tout ça. Oui, exactement, c'est bien mais dit. qui n'est pas un complément. Il peut être le moteur de ton attaque parce que c'est un gars qui peut scorer, c'est un gars qui peut frapper, c'est un gars qui peut tout faire sur la glace. Et nous, on a Jesperi Kotkaniemi. Mais encore une fois, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là. Je l'amène comme ça. Mais Brady Tkachuk aurait pu porter l'uniforme bleu-blanc-rouge ce week-end. Je dis ça comme ça. Mais il parle-tu trop, Max? Parce qu'il parle, maudit. Parce que, tu sais, Gallagher parle aussi. Mais Tkachuk, il parle. Là. Puis je sais pas si tu l'as vu, mais tu sais, durant le match, là, il reste debout au bout du banc, il s'assoit pas. Il reste debout à côté, il a la dent pétée, là, puis il se gosse après son mouthpiece, là. Puis il reste pendant 2 minutes et demie debout, sans s'asseoir à l'écart des autres joueurs, puis il parle. Il fait juste parler, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis, oui, un marché comme Ottawa qui cherche les sparks, là. Ils vont le prendre, un gars de même. Ils vont tous mettre leur énergie, leur attention dessus. C'est parfait. Mais est-ce que on aurait si ce gars-là nous avait coûté des punitions pour nous faire perdre des matchs, est-ce qu'il aurait été au bûcher à Montréal parce qu'il prend trop de place, pense à lui, c'est son ego? Tu penses quoi de ça? Écoute, rendu là, ce gars-là nous aurait fait gagner des matchs comme il les a fait gagner à Ottawa ce week-end aussi. Là. OK, il aurait peut-être Anderson. Josh Anderson, on peut se rappeler de sa punition d'innocent en fin de semaine, au dernier match? Enfin, ça c'est pensé au nom d'Anto avant le dépôt. Oh, ouais. Fait que ça, rendu là, est-ce qu'il est allé au bûcher? Moi, j'en ai même pas entendu parler par la suite. C'est vrai, t'as raison. Il y a beaucoup de choses qui ont pu éclipser ce moment-là. Je pense notamment au but refusé à la fin, puis ça, on n'en parlera pas parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'était un but. Je suis pas un fan du Canadien. Je suis plus un fan d'Ottawa que je suis un fan du Canadien. Mais c'était un but. Mais cela dit, Anderson, cette punition-là était ridicule. On n'en a pas parlé parce qu'on a trouvé la faute, on a mis la faute sur quelque chose d'autre, c'est correct. Mais écoute, un joueur comme Brady Tkachuk, est-ce qu'on cracherait dessus parce qu'il prendrait des punitions d'innocents des fois? Combien il y en a eu de punitions d'innocents dans le CH depuis le début de l'année, que ce soit des punitions d'indice, que ce soit des punitions justement comme Anderson ou des punitions pour retarder le match en envoyant le puck dans les estrades? Ben, c'est toutes des punitions qui ne devraient jamais arriver. Fait que rendu là, moi, Tkachuk, je le prends dans mon équipe, même s'il m'en prend une de même par match, une punition. Bien d'accord avec toi, 100% d'accord. J'ai essayé de me faire un peu l'avocat du diable, tu sais, pour que ça soit intéressant. Mais non, je suis d'accord. C'est sûr que c'est un... Ben oui, c'est ça qu'il faut. C'est un joueur polarisant, Brady Tkachuk, je pense, dans plusieurs aspects de son jeu, là. Autant sur la glace qu'un peu en dehors avec le personnage. Moi, j'aime le personnage encore plus que Matthew, là. Ouais. Je trouve que Brady est vraiment flamboyant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi... Moi, j'étais de ceux qui pensaient un peu ce que tu disais au début. Je le voyais comme un power forward, une pièce pour une équipe, mais pas nécessairement le genre de joueur sur lequel tu veux construire. Mais je pense qu'on découvre aussi dans le hockey moderne que des joueurs avec des personnalités comme celle-là, ça a une valeur aussi. Regarde Gallagher, je ne compare pas les deux personnalités, mais outre son talent, ce gars-là a une personnalité, un caractère, un bagage propre à lui qui fait que cet individu-là a une valeur X. Si on enlève tout ce qui est hockey, là, il y a quand même une valeur pour la richesse de la personne qu'il est dans toutes les décisions qu'il va prendre pour l'équipe, dans son leadership, je pense que c'est un peu le même genre de phénomène. C'est-à-dire qu'on aime ce qu'on voit sur la glace, mais au niveau de l'organisation, on regarde ce gars-là, Tkachuk, puis on fait comme, OK, il est flamboyant, il attire l'attention, il dérange. Moi, ce gars-là, il me mettrait hors de moi. Tu veux y arracher à la tête, il y a une face de... Il y a tout, là. Tout le personnage est bon. Puis, je pense que ce duo-là pourrait devenir un... Je parle de ce studio-là ici, là, étant donné la bromance, là, pourrait devenir, peu importe les performances, là, mais juste un dynamic duo pour les sénateurs au niveau de l'entente collective. Là, ça serait tout un duo de leader, ça. Un nom discret. Un autre qu'on n'a pas nommé encore, c'est Drake Batherson. Lui, cette année, là, son premier but, là, c'était-tu assez joli? Bon joueur, ça. Très, très talentueux. Je pense que c'est un gars qui pourrait très bien compléter un duo Tkachuk-Stoudzley. Moi, Stoudzley, je continue de penser qu'il pourrait peut-être être plus intéressant, même à long terme, à l'aile pour le dynamisme qu'il peut amener. Mais de plus en plus, je pense aussi que ça pourrait faire le travail au centre. Moi, personnellement, je pense toujours que ça serait un meilleur ailier. Mais avec ce que je vois, ça pourrait devenir un très bon centre aussi.
Mais donc, dans l'optique où peut-être qu'il va devenir un bon centre de premier trio, un trio Ketchuk, Stutzle et Batterson, je pense qu'on commence à avoir des pièces très intéressantes. Puis je pense que dans maximum 2 ans, là, c'est une équipe qui pourrait être intéressante. Tu sais, cette année, on le voit déjà, il y a des matchs très difficiles. Puis la plupart des matchs sont difficiles. Là, on vient de battre le Canadien 2 matchs de suite, quand même. Puis quand les sénateurs se présentent, là, ils sont là. Ah ouais, On ben peut oui. pas dire le contraire. Ils ont battu les Leafs au début de l'année. Ils ont battu La les Jets. remontée, c'était pas Ouais, pire. aussi, Moi, ouais, le en match, plus. là, c'était Ça. pas pire, ça. Donc, à date, là, ils ont battu le Canadien, ils ont battu les Leafs et ils ont battu les Jets. Donc, ils sont capables de battre n'importe qui. Puis ça, c'était un de mes takes au début de l'année. Je disais peut-être, probablement que les sénateurs vont finir dernier, mais je vous garantis qu'ils vont battre toutes les équipes au moins une fois. Définitivement. C'était certain. Puis ça, j'ai dit une fois, mais je pense que ça va être 2, 3 chaque parce que quand ils se présentent, les sénateurs sont capables de donner un show, sont capables. Tu sais, il y a des joueurs physiques, là, la défensive, il y a des gars qui sans faire trop de bruit, donnent des grosses mises en échec, ils se battent d'un coin, puis même en attaque. C'est une équipe qui a des très beaux morceaux. Il va juste manquer de la maturité, de l'expérience, puis de l'amélioration, évidemment, à ces plus jeunes morceaux-là. Mais tu regardes le corps présentement, puis ça reste un très beau corps. À ça, va ajouter un choix top 5 je dis top 5, puis il faudrait qu'il soit pas chanceux pour que ça soit aussi loin 5e. Là. En effet. Ajoute, pas. Ajoute un choix top 5, ajoute un Jake Sanderson qui, pour moi, a un énorme potentiel de devenir un défenseur top 3. Mais encore un gaucher. Ouais. Là Brandstrom n'aura pas le choix d'être muté à droite, éventuellement. Il aurait dû prendre Drysdale. Juste pour ça. On ne s'entendra pas sur celle-là, mon Matt. Mais non, mais je suis d'accord que Sanderson est un défenseur bien plus complet. Là. Il est gros, puis il est mobile pour sa grosseur, je suis d'accord. Drysdale, c'est d'autres choses, puis les sénateurs ont déjà ça. Mais juste parce que tu as 3 bons prospects à gauche, ça me gosse, mais... Mais dans l'optique, c'est ça, moi, ce qui vient me déranger un petit peu, c'est que justement, là, tu draftes Sanderson, tu as déjà Chabot, et tu refuses quand même que Brandstrom joue à droite. Moi, c'est surtout ça. C'est un très bon point. Ça aurait été une solide opportunité de dire, parfait, mon Eric, cette année, tu joues à droite, puis tu te développes comme un défenseur qui joue à droite. Puis là, c'est ça, je l'ai vraiment échappé, puis ça m'a vraiment fâché. Là. Mais sinon, Sanderson peut jouer à droite, Sanderson peut être quand même bon à droite, mais moi, ça me gosse beaucoup un défenseur droitier gaucher à droite. Brandstrom, ça me dérange pas, parce que lui, il a le droit de jouer n'importe où. Là. Ben, les joueurs plus mobiles, on dirait que ça dérange moins, parce que c'est l'avantage quand tu es défenseur, c'est au niveau de la récupération de la rondelle. Quand tu es du bon côté, tu mets ton bâton sur le long de la rampe, puis tu peux bloquer la rondelle. Si tu n'es pas du bon bord, il faut toujours que tu tournes. Fait qu'au niveau de bloquer la rondelle, pour les joueurs un peu plus mobiles, des fois, ça peut être un peu plus désavantageux. Mais là, je sais que tu voulais nous parler un peu du défenseur Zub. On peut y aller rapidement sur Zub. Moi, c'est pas mon préféré, mais je comprends ce que tu y trouves. Puis je veux qu'on termine sur Josh Norris ensuite. Je t'écoute sur Zub. Ben, Zub, en fait, le plus intéressant là-dedans, c'est juste qu'on l'a eu gratuitement. C'est une trouvaille qu'on a faite en Russie, puis ça n'a rien coûté. Puis là, il donne un solide apport à la défensive des Leafs. Donc, juste pour ça, je comprends qu'il y a des défauts. Là. C'est sa première année en Amérique du Nord, puis c'est pas parfait, mais il joue très bien, puis il apporte de quoi de solide pour un gars qui... Tu sais, c'est tout le temps ça, hein, quand tu signes un gars un peu nowhere en Russie, tu te dis, bon, ben, s'il nous apporte de quoi, ben tant mieux, puis sinon, ben, c'est pas grave, il retournera en Russie. Ben là, Zub, il apporte de quoi de très bien à une défensive des Sens qui est poreuse. Tu sais, quand Mike Riley joue autant de minutes, c'est que c'est dégueulasse. Je ne sais même pas pourquoi j'ai nommé son nom. Je ne veux pas partir là-dessus. Ça va me fâcher. Mike Riley, oh boy. Mais dans une chaise de 6-7e, OK, mais rien de plus. Ouais, mais tu sais, quand Chabot était blessé, là, Riley jouait 20-25 minutes. Ça avait pas de bon machine à turnover. Mais cela dit, je vais être honnête parce que c'est important l'honnêteté. Il fait mieux dans les derniers matchs. C'est vrai. Au début de la saison, tu sais, moi, je regarde pas mal tous les matchs des Sens. Au début de la saison, ça en était drôle. C'était un gag, Mike Riley. Là. Il y avait à pas que tu attendais juste qu'il fasse l'erreur qui te fait rire. Le turnover ridicule ou qui tombe. Un peu comme Kotkaniemi dans les 2 derniers matchs. Mais encore une fois, je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais embarque pas là-dedans. Non. Mais donc là, tu voulais finir sur Josh Norris. Oui! Parce que Josh Norris est phénoménal. Moi, je l'ai vu jouer dans la Ligue américaine.
Je l'avais vu à la Place Belle des matchs que j'étais allé. Mais tu sais, je me rappelle d'avoir regardé certains matchs à la télé aussi contre les sénateurs de Belleville. Puis je me disais, mon Dieu, le petit Norris, quand il va monter là, dans les nationales, là, il va être bon en tabarouette parce que petit joueur, mais skills, vision, confiance. Pas le même genre de joueur que Stoudilé, mais dégage un peu la même chose. C'est-à-dire, pas beaucoup d'expérience dans les nationales. Arrive là, super confiant. Tu as vu son but en tir de barrage contre Carey Price? La Ça, ça prend une paire de couilles là, pour essayer ça. Dans le shelf de même, zéro hésitation. Il a gagné complètement son duel. Là. Zéro goaler jamais là-dedans. Là. Il s'est fait dominer par un kid de même. Moi, je trouve les deux de suite, là, un 5-hole, après ça, un autre dans le cheese de même. Je trouve que ces deux kids-là amènent comme un vent nouveau chez les Sens. On avait vu des espoirs. Batterson, les autres années, wow, c'était difficile. Ketchuk, ben oui, c'était intéressant. Mais Norris, Stoudilé, c'est une autre dynamique. Là, puis j'ai aimé, moi, voir l'entraîneur DJ Smith leur donner énormément de glace. On les voit en prolongation, on les voit dans des missions importantes. Puis pas juste contre le Canadien, là, même dans les matchs avant, on sent qu'il veut faire progresser son équipe. Puis je pense que Josh Norris va progresser pas pire. Ouais, ben Norris, c'est un autre cas intéressant parce que c'est un autre gars que j'ai suivi beaucoup Laval l'an dernier pour suivre Eric Brandstrom. Évidemment. Pas Laval, excuse, Belleville. Puis Norris, c'est un gars, au début de l'année, je me disais, bon, ça va être un très bon troisième centre. Moi, je le voyais comme un excellent troisième centre. Puis là, plus l'année avant, je me dis, crime, ça pourrait être un deuxième. Il y a quand même un upside intéressant de deuxième. Puis à la fin de l'année, ça se confirme quasiment cette année, je me dis, crime, ça pourrait être un premier centre correct, ce gars-là. Là. Tu sais, ça être un... Parce que pour moi, un vrai premier centre, ça doit faire un point par match que Norris ne fera pas. Mais ça peut être un centre un peu à la Ryan Nugent-Hopkins, côté production, tu sais, qui va tout le temps 60, 70 points, qui tourne dans ces eaux-là. Donc, un excellent deuxième centre. Puis si Stoudzol se développe en vedette, premier centre, là, ça serait un solide one-two punch. Mais puis je suis content parce que je lisais un texte il y a quelques semaines ou quelques mois. Je pense que c'est le recruteur en chef des sénateurs qui disait exactement ce que j'avais vu tout au long de l'année, que lui, là, il voyait un troisième centre au début. Puis là, plus il voyait ça, plus il se disait, ben Caroline, ça va peut-être devenir un premier centre. Donc, on a vraiment vu la même progression de Josh Norris. Puis là, on le regarde cette année, puis là, c'est 12 points en 21 matchs qu'il a. Puis au-delà des points, tu sais, j'en parlais l'autre fois, moi, les points, c'est pas quelque chose qui m'excite tant que ça. Moi, c'est comment le gars va jouer sa glace. Puis Norris, rien à dire. En avantage numérique, ce gars-là est beau à voir. Puis plus il va prendre de confiance, plus il va prendre. Tu sais, des fois, c'est même pas la confiance, c'est juste d'améliorer ta prise de décision avec l'expérience. Parce que tu arrives dans LNH qui est une toute autre vitesse, qui est des gars qui sont là des fois depuis 15 ans, puis des excellents joueurs. Fait que des fois, c'est juste d'adapter ta prise de décision. Puis Norris a déjà une excellente prise de décision, a déjà d'excellentes habiletés offensives. Donc, je ne serais pas surpris, honnêtement, que ce gars-là fasse le 50-60 points un jour. Et ça, c'est excellent pour les Sens parce que je ne pense pas que c'était quelque chose à quoi on aurait pu s'attendre il y a un an. Puis là, la progression, ben, elle s'en va en flèche comme ça. Puis tant mieux. Moi, les Sens, c'est une équipe que je vais définitivement suivre. Pas, évidemment, beaucoup pour Brandstrom, là. Mais quand même, dans les prochaines années, c'est une équipe que je vais suivre pour tous les jeunes joueurs qui sont là. Puis là, on n'a pas parlé de gars comme Tyler Cleveland, qui est un bon dernier joueur de repêchage. Shane Pinto également. Il y a une couple de gars qui ont des solides potentiels que j'ai hâte de suivre. Le défenseur aussi, Bernard Docker, n'est pas repêché. Oui, Jared Bernard Docker. Ouais. Il y a Lassie Thompson aussi, le Finlandais. Vraiment, le top 6 à la défense des Sens pourrait être excessivement solide. Je fais quelque chose rapidement. Là. Mettons qu'on dit Chabot avec Bernard Docker qui est plus défensif. Ensuite, tu as Sanderson avec Brandstrom à droite. Puis tu peux compléter ton top 6 avec des gars comme Tyler Cleveland, avec un gars comme Lassie Thompson. Ça serait un top 6 si les gars se développent ne serait-ce qu'un peu avant leur potentiel. Ça pourrait être fou. Puis là, si avec le prochain choix repêchage, moi, j'irais pour du punch offensif que tu vas ajouter à Ketchuk, à Stoudley, à Norris, à Batterson. Tu ajoutes un solide attaquant qui a un potentiel de vedette. On est en voiture, puis là, il y a devant le filet que ça, on ne sait jamais. Ouais. Ça, c'est une belle manière de finir devant le filet, ça.
On ne sait jamais, mais Matt Murray, moi, il y a une chose que j'ai remarqué dans les 2 derniers matchs, il y a des grosses pads, des très grosses pads. C'est un gros gardien. Il y a un bon volume devant son filet. S'il peut retrouver un peu sa confiance, je suis convaincu que ce gars-là. C'est pas un mauvais gardien. Là. Non, C'est non, vraiment pas. Là. Vraiment pas un mauvais gardien. Moi, je suis convaincu. Moi-même, avec son mauvais début de saison, je suis convaincu que les Sens ont fait une bonne affaire, autant avec la transaction qu'avec son contrat. Les gens disaient ils doivent regretter déjà d'avoir donné son contrat. Je pense pas, moi. Je pense qu'il va rebondir. Ouais, moi aussi. Puis c'est intéressant pour Ottawa d'avoir une nouvelle présence dans le filet. J'enlève rien à Craig Anderson, mais moi, je n'étais vraiment pas un fan de ce gardien old school. Mais très intéressant, Maxime, ce beau portrait des Sénateurs. On n'a pas fait le tour de tous les joueurs, mais on a parlé certainement, relativement en profondeur, quand même, de plusieurs de leurs espoirs. Et tu l'as dit. Je pense que jamais personne qui est allé aussi en profondeur avec Erik Brannstrom. Non, mais tu sais quoi? C'est ça. C'est ça qu'on aime. Parce que ce qu'on parle à ICC Hockey, c'est les sujets que les autres gros médias ne parlent pas. Tu sais, on traite des choses plus personnelles, plus nichées. Mais non, sincèrement, c'était très intéressant. Puis je pense que le contraste, est intéressant parce que le gars juste avant toi, le Calapo juste avant toi, Cédric Ouellet, le gars des stats, qui fait des liens directs avec les stats, ce qui est très intéressant aussi. Et moi, plutôt qui jase après ça pendant une demi-heure sans sortir ou à peu près pas de stats, mais tout en parlant d'attitude, de différents petits trucs, puis ça amène la discussion ailleurs. Ouais, tout aussi intéressant. Je trouve que c'est super intéressant, Ced, avant aussi, avec les stats, les gardiens, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que c'est intéressant d'aller aussi de l'autre côté sans quasiment. Je pense que la seule statistique qu'on a dit, c'est quand j'ai dit que Josh Norris il avait 12 points en 21 matchs. Je pense qu'on n'en a pas dit d'autres, mais on était capable de suivre quand même tout au long. Fait que bon travail, bon travail. Je t'invite à commencer déjà à regarder pour des prochains joueurs à nous présenter. Peut-être pas une équipe lors de ton prochain passage, mais peut-être certains noms des jeunes qui attirent ton attention. Zegras commence à Anaheim. Il va avoir des développements. Il risque d'avoir quand même quelques belles surprises à venir. Je te remercie beaucoup, Maxime Larouche, pour ton premier segment complet avec nous à ICC Hockey. Hey, merci à toi, super le fun. Merci beaucoup, Max. Très gentil. Ça a été un plaisir d'avoir Maxime Larouche, qui est responsable des communications des Foreurs de Val-d'Or avec nous pour ce segment sur les Sénateurs d'Ottawa où on a décortiqué, comme Maxime le dit, en profondeur, notamment Erik Brannstrom et ses autres acolytes de la capitale nationale. Ben, c'est tout pour nous en ce mercredi. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi prochain. Puis là, attachez votre tuque. Là, il y a 6 personnes là, qui sont là dans le chat. Là. Attachez votre tuque, OK? Parce que lundi, on a 2 gros invités. Un invité que vous connaissez assurément. Je vous invite à suivre ça dans les prochains jours pour l'annonce des invités. Bonne soirée tout le monde. À lundi.